Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Coucou Aurore, Hello Juliette. ravie de te retrouver pour un nouvel échange éveillé aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien d'abord? Oui, ça va. C'est une période qui remue bien. Pour ceux qui suivent le compte d'Astrologie Incarnée, peut-être qu'ils ont vu un peu qu'en ce moment, au niveau des planètes, ça secoue. En tout cas, moi perso, je sens bien Vénus en Capricorne dans les relations, l'engagement, etc. Donc, si jamais ça résonne chez vous, bah, dites-le nous. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu les montagnes russes. Donc, je pense qu'on est dans la bonne thématique là pour le mois de février. Oui, clairement, on va parler d'amour, avec Vénus. Parfait, on est effectivement bien dans le thème. Du coup, oui, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu parler de l'amour de soi à travers les relations, bien entendu, mais voilà, c'est vrai qu'on entend partout, enfin, on entend beaucoup qu'il faut savoir s'aimer soi-même pour aimer encore mieux les autres. Mais je vois que souvent, c'est pas si évident que ça et qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de s'aimer, mais qui peut-être savent pas trop comment faire. Voilà. Du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous dire si, est-ce que pour toi, ça a toujours été facile de t'aimer? Hmm. Non, bah, je pense que c'est tout un chemin initiatique, encore une fois, à vie, comme beaucoup de cheminements spirituels. Mais non, moi, l'amour de moi, c'était vraiment très compliqué. Alors, j'ai pas le regard sur tout, mais quand j'étais enfant, j'étais une enfant qui était assez aimée, qui adorait être au centre. Tu vois, je me rappelle quand j'étais en primaire, j'organisais des pièces de théâtre et des spectacles de danse, et ensuite je disais à toute l'école de venir voir le spectacle. Donc j'avais déjà un côté quand même où à cette époque-là, je me prenais pas trop la tête, tu vois, de savoir si j'allais plaire, pas plaire. Juste, j'étais beaucoup dans le jeu. J'adorais créer des spectacles. Ouais, il y avait pas encore tous les enjeux de est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais pas me ridiculiser. Et donc j'avais vraiment ce côté très naturel quand j'étais enfant. Et puis après, en grandissant, je pense que j'ai un peu été heurtée comme tout le monde par le fait que c'est pas si simple en fait de s'aimer les uns les autres, qu'on a tous des blessures, qu'on a tous des névroses. Et je pense que ouais, il y a une espèce de tristesse un peu qui s'est réveillée, de prendre conscience que c'était pas si évident en fait d'être en lien les uns avec les autres, d'arriver à s'aimer, d'arriver à se comprendre. Et moi j'ai vécu une préadolescence déjà un peu pas torturée, mais j'ai commencé à avoir cette fibre un peu nostalgique, tu vois, quand j'étais préadolescente, quand j'étais au lycée, j'ai eu ma phase gothique, j'ai eu la phase hippie, je suis passée un peu par toutes ces phases, j'ai eu les skyblogs, j'écrivais des poèmes tortueux, je pense que voilà, on a un peu tous eu cette phase, surtout toi t'es Scorpion, donc tu me comprends. Mais c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à me connecter à ce qu'on appelle, je pense, la nostalgie de l'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis hyper heureuse parce qu'on va ouvrir la semaine de l'amour cette semaine sur Instagram avec Aruna, qui est une mentor vraiment extraordinaire pour moi, en tout cas qui m'a toujours inspirée. Et elle parle de cette nostalgie de l'ailleurs. Voilà, comme s'il y avait un appel ou c'est aussi la tristesse de l'âme de se dire ouais, mais en fait moi j'aspire à l'amour, j'aspire à la joie, au partage, puis en fait sur terre c'est pas si simple. Donc je pense que j'ai touché à ça quand j'étais adolescente. Et puis après, en grandissant, la période la plus difficile, ça a vraiment été quand je suis partie de chez mes parents.
après le bac, parce que, un peu comme tout le monde, je pense que c'est là aussi où on quitte le nid, on quitte la sécurité du foyer, on quitte l'amour inconditionnel, entre guillemets, qu'on a toujours connu pour se retrouver face à soi, face à un extérieur qui colle pas forcément à ce qu'on a connu chez nous. Et là, ça a vraiment été une période très difficile. Donc très rapidement, je me suis sentie pas très bien dans ma peau. Après, il y a aussi eu le fait que quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. Et ça, c'est quand même un truc hyper important parce que j'ai pris beaucoup de poids la première année. Hormonalement, mon corps l'a pas du tout supporté. Et après, ça a été un enchevêtrement. À l'époque, mon premier chéri fumait beaucoup. Donc, on fumait. Moi, je compensais. C'était quelqu'un qui avait perdu sa maman émotionnellement et il n'avait pas du tout le cœur ouvert. Donc, j'ai commencé à vraiment tomber aussi dans un mal-être, à manger, à commencer à être un peu boulimique. Et donc ça, quand je suis arrivée en études supérieures, ça s'est amplifié. Et donc, je suis vraiment tombée dans ce truc vicieux de... la fumette, l'alcool, on sortait 5 fois par semaine avec mes copines. Je me tombais des paquets de Special K, je me rappelle, en une soirée. Enfin, vraiment de la boulimie pas très sympa. Et quand je revois des photos de moi à l'époque étudiante, j'étais vraiment gonflée, quoi. J'étais bouffie d'alcool au niveau du visage, on le voyait, j'étais très très ronde. Et puis c'est un cercle vicieux parce que plus on se sent mal, moins on prend soin de soi, plus le corps en fait se transforme et plus on se sent mal. Et moi j'ai vraiment été longtemps là-dedans jusqu'à à peu près que je change de vie. Un peu avant mon syndrome, ça commençait à aller mieux, mais c'était pas encore trop ça. Donc ouais, c'est vraiment il y a 6 ans, je pense que ça a commencé à changer. Non, le parcours d'amour de soi a vraiment été pas un long fleuve tranquille pour moi. Et là où j'ai commencé à me sentir mieux, c'est justement quand je suis tombée malade et que j'ai remis en question un peu tout mon système de croyances, de mode de vie. À l'époque, en plus, j'habitais à Paris. Donc, j'étais dans tout ce système de on sort, le paraître. Je travaillais dans des agences de communication. Donc, tu vois, c'est vraiment tout un écosystème qui ne nourrit pas la beauté intérieure et la confiance en soi. Et donc petit à petit, en fait, moi, c'est vraiment l'école de naturopathie déjà qui m'a aidée en fait à me remettre sur ce chemin, parce que déjà de comprendre comment le corps fonctionne. Parce que au-delà de la naturopathie, en plus, j'étais au Sénato, donc c'était une école qui était très holistique. Et j'ai eu la chance d'avoir des cours de psychologie, d'hygiène vitale. On a vu la médecine chinoise, on a vu l'acupression. Je me rappelle le premier cours de massage où je me suis fait masser par une de mes binômes. Je me suis relevée après et j'ai éclaté en sanglots pendant 15 minutes. Il s'est passé un truc super fort énergétiquement, tu vois, que quelqu'un, prenne autant soin de mon corps et que mon corps accueille tout cet amour. Et c'était super fort. Donc cette année-là, elle a vraiment été pivot, je pense, là-dessus. Et après, c'était que le début, parce que après, il y a encore tout un chemin, quoi. Et du coup, est-ce que tu arrives à identifier effectivement qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que c'est le syndrome qui a fait que tu t'es intéressée à tout ça, ou est-ce que c'est j'imagine, un ensemble de plein de choses, mais tu vois, comment est-ce que tu as eu ce déclic de te dire ah purée, il y a un truc qui colle peut-être pas en fait? Je pense que ce qui a vraiment été aidant, et c'est souvent le cas pour beaucoup de monde, c'est de commencer à faire le lien entre le corps, l'esprit et l'âme, ou le cœur. Ça dépend de ce qu'on choisit comme triade. Mais moi, de commencer à comprendre qu'en fait, mon corps ne dysfonctionnait pas sans raison. J'avais pas pris du poids sans raison. J'avais pas des douleurs sans raison. Je ressentais pas ça sans raison. En fait, de commencer à comprendre, je pense que c'est la première étape, de toute façon, du cheminement, un peu pour tout le monde. C'est pour ça qu'au début, on a une boulimie de livres, on a une boulimie de stages, de formation, parce qu'en fait, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris, il y a la mise en application. Et donc moi, j'ai eu une longue phase au début, de grande soif de comprendre ce qui se passait. Et quand j'ai pris conscience que en fait, c'était normal que mon corps il prenne autant de poids parce que je mangeais pas comme j'en avais besoin. J'ai commencé à comprendre ma constitution naturopathique, aussi à comprendre aussi au niveau de l'Ayurveda, tu vois, les constitutions, tout ça. Puis après, il y a eu aussi tout un cheminement où je suis aussi beaucoup partie en voyage.
Et je pense que la première fois que je suis partie à Bali, c'était en vacances avec une amie. Et en fait, j'ai attrapé une espèce de bactérie, parce que comme des andouilles, on a mangé une salade sur une île, alors qu'il ne faut pas faire ça dans Aïe. et je pense que j'ai chopé un truc, et donc pendant une semaine, je pouvais quasi plus rien manger, j'avais la nausée, j'avais le transit en vrac. Donc je suis rentrée de Bali avec 5 kilos en moins. J'avais perdu, je suis partie que 2 semaines. Hein. Donc il y a eu tout un truc où psychiquement aussi, tu vois, je me suis rendu compte pendant cette période-là qu'en fait, j'arrivais quand même à profiter. Et en fait, tu vois, je me suis beaucoup aidée avec l'amande poivrée, puis j'avais pas faim, je mangeais pas. Donc il y a eu tout un premier truc déjà à ce moment-là où je me suis dit, en fait, t'as quand même passé des vacances magnifiques, même si pendant une semaine, tu pouvais quasi rien manger et que t'étais à moitié malade, et que ça a été vraiment une première prise de conscience. Puis quand je suis rentrée, ça a déjà commencé à corriger aussi ce rapport à l'alimentation, parce que moi, c'était très, très présent. Et je pense que le deuxième gros shift, voilà, tous mes voyages, ça a été beaucoup ça, parce que vu que je me nourrissais beaucoup de l'intérieur, de faire mes formations, mes stages, voilà, la retraite en Thaïlande, à Koh Phangan, je me rappelle très bien, je me sentais tellement nourrie, j'étais tellement heureuse, je me sentais bien, tout le monde était peace, il y avait que du love partout. Et donc, du coup, j'avais pas envie de compenser avec de la nourriture, et on mangeait sain, et il faisait chaud, et on buvait des jus, et tu vois, t'es pas du tout, en fait, dans le même système. Mais après, le dernier gros shift, je pense, ça a été le Pérou, donc il y a 3 ans, quand je suis allée travailler avec les plantes maîtresses, parce que, encore une fois, t'es encore confronté à ce rapport à l'alimentation, à comment tu compenses, c'est quoi tes modes de compensation, etc. Et du coup, avant la retraite, on devait déjà manger sainement, moi c'était déjà mon cas. Pendant la retraite, on mange pas de sucre, on mange des plats très peu salés. Certains jours de cérémonie, on va manger que 1 ou 2 fois. Pendant les 3 jours où on dort dans la jungle, pendant la diète, on n'a que 1 repas par jour qui nous est amené le matin, et c'est basique. Donc en fait, il y a toute une déconstruction que j'ai faite par rapport à la nourriture, plus de travail qu'on a fait avec les plantes, où on se purge, etc. Et donc du coup, je pense vraiment qu'à ce moment-là, quand je suis rentrée, j'avais vraiment lâché des choses, et je pense que ça fait 3 ans que j'ai réussi à avoir un rapport à l'alimentation qui est beaucoup plus sain. C'est-à-dire que maintenant, je mange très sainement, à part voilà, quand je suis pas chez moi, et j'avoue que c'est pas facile, et qu'on doit commander à l'extérieur, mais même dans ces moments-là, je vais plutôt aller manger indien ou thaï ou quoi. Et chez moi, j'ai pas de gâteau, il y a quasi rien de sucré en fait, à part du chocolat, c'est un peu le truc que j'ai gardé. Et j'ai vraiment réussi à recréer un équilibre, tu vois, c'est-à-dire pas retomber dans un extrême, parce que le problème c'est qu'on peut passer de l'hyperphagie, donc c'était ça moi que j'avais, de se remplir, à l'anorexie, à plus vouloir manger. Et moi j'avais vraiment pas envie de tomber là-dedans, donc je pense que maintenant j'ai réussi à trouver mon système, c'est-à-dire que si un jour je me fais un craquage et que je vais au resto et que j'ai envie de me faire un fondant au chocolat après un plat de pâtes, je le fais. Mais le reste du temps, je suis dans une alimentation saine. Puis après, c'est tout un écosystème, parce que c'est pas que la nourriture. Il y a aussi le fait que je me sois mise à faire du yoga, à être plus connectée à mon corps, à aller me faire masser régulièrement. Depuis que j'ai déménagé et que je suis plus en ville, je me suis mise à aller essayer l'escalade, à faire des trucs un peu genre aquabike, etc. Donc tu vois, il y a tout un mode de fonctionnement après qui change, et c'est vraiment de prendre conscience que c'est un engagement en fait. Je pense que c'est toute la difficulté aussi, parce qu'au niveau psychologique, on fonctionne comme ça, d'être engagé vraiment envers soi, de dire ok, c'est important pour moi de me sentir bien, de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans mon corps, de nourrir mon corps comme il faut, de lui donner du mouvement, du sommeil, etc., sans tomber dans la rigidité et le côté un peu militaire, qui fait qu'il y a une autre part de nous à l'intérieur, dont on parlera peut-être une autre fois, le masochiste, qui pourrait du coup se rebeller, et du coup c'est là où on va péter un plomb et hop, repartir dans nos anciens travers. Donc c'est vraiment tout un équilibre à trouver en fait à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que je dis que ça demande du temps. Carrément. Et du coup là, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est passé pas mal par ton rapport au corps, du coup, que ça a été d'abord une reconnexion avec le corps. Est-ce que tu peux aussi nous parler des autres niveaux, tu vois, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, etc.,
Comment ça a évolué aussi sur ces plans-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, depuis 6 ans, je pense que j'ai commencé la naturo, que j'ai changé de vie, etc. Je pense que j'ai perdu au moins 10 kilos, mais j'ai pas fait de régime et franchement, j'ai pas fait énormément de sport. Donc c'est pour dire à quel point ça passe vraiment par le système aussi psychique et émotionnel parce que en fait, je me suis libérée de couches, tu vois, de fardeaux émotionnels, de pensées négatives, destructrices. Et en fait, en abandonnant tout ça au fur et à mesure, mon corps a changé. Et c'est ça que moi, je trouve assez magique. C'est-à-dire que en se connectant de plus en plus à la version de nous qu'on a envie d'incarner, c'est-à-dire celle qui se sent bien dans sa peau, qui respecte ses besoins, qui arrête de culpabiliser, qui communique avec plus de fluidité avec les autres, etc. Il y a comme une légèreté intérieure qui s'installe et donc du coup une légèreté extérieure, c'est-à-dire qu'on perd du poids en fait, on se libère de ces fardeaux. Et donc effectivement, moi c'est beaucoup aussi passé par l'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire que de base, moi j'ai une grande intelligence émotionnelle, je comprends très facilement comment fonctionnent les autres. Mais c'est plus dur de se voir soi. Donc il a aussi fallu beaucoup que j'honore et que j'observe ma victime intérieure, celle qui se compare, celle qui est jalouse, celle qui a peur d'être abandonnée, celle qui veut contrôler l'autre pour se rassurer, etc. La séductrice, celle qui se sabote, celle qui fuit. Enfin, tu vois, toutes ces parts-là, quoi. Et je pense que plus j'ai accepté de les voir et de les accueillir, en arrêtant en fait de me juger tout le temps, de me flageller, de me dire ah mais je suis nulle, machin, etc. En fait c'est ça hein, la souveraineté, c'est aussi reprendre sa responsabilité. Je pense qu'il y a aussi tout ça qui s'est envolé parce que quand on s'accueille avec plus de bienveillance, c'est ça aussi l'amour de soi, c'est de se dire ah bah ouais bah là en fait là j'ai balancé un gros scud bien méchant et en fait c'est ça, je suis humaine et ça fait partie de moi. Tout le chemin, c'est de prendre sa responsabilité en allant regarder après, de se dire, ok, bon bah, pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que ça vient dire chez moi? À quelle émotion c'est lié? À quel besoin c'est lié? On en a parlé dans le dernier podcast, on a beaucoup parlé des besoins. Et voilà, qu'est-ce qui est mis en jeu? Qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière? Enfin, toutes ces choses-là aussi que j'enseigne beaucoup. C'est de faire le travail en fait. Je crois que c'est Byron Katie que j'aime beaucoup, qui est une enseignante américaine. Elle a appelé son enseignement phare, c'est do the work. Tu vois, genre faire le travail, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu la compréhension, on commence à voir, en fait, tu vois, on a toute la théorie. Ah bah, le shift, il se passe au moment où on décide de s'engager et de se responsabiliser à acter sur ces connaissances-là. Et c'est là où je pense qu'il y a une énorme transformation qui peut s'opérer. En tout cas, moi, ça a été le cas chez moi. C'est que j'ai commencé à prendre responsabilité des pensées que j'alimentais. Quand j'avais des émotions, bah, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les accueille ou est-ce que je les mets sous le tapis? Qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Est-ce que je peux communiquer avec l'autre? Plutôt que de continuer à le juger et de dire que c'est de sa faute et à tout mettre sur ses épaules, bah, en fait, qu'est-ce que moi je peux prendre comme responsabilité? Et c'est assez marrant, mais plus on prend de responsabilités et plus on se décharge. C'est assez paradoxal, tu vois. Moins ça pèse, en fait, parce que on porte ce qui nous appartient à nous et on arrête de porter ce qui appartient aux autres. Je pense que ça aussi, c'est tout un chemin d'amour de soi, parce qu'on a quand même vachement ce truc tous de pas vouloir blesser l'autre, de vouloir lui plaire, de conserver son amour, d'être accepté de tout le monde, etc. Et en fait, ça, c'est énergivore au possible. Et du coup, on n'a plus le temps de prendre soin de soi et d'observer ce qui se passe pour soi. Ouais, et du coup, ça me fait rebondir sur... est-ce que tu penses que du coup, pour arriver à faire ce travail-là, est-ce qu'il faut forcément être seul en fait? Ou tu vois, comment est-ce que tu fais pour travailler sur toi tout en étant en relation avec l'autre? Voilà, c'est... Ben non, au contraire, moi je pense que c'est les relations qui sont les plus grands tremplins. Bon, pour moi, si on est seul, on va avoir la compréhension intellectuelle du truc,
mais on va pas l'expérimenter. Mmh. Parce que effectivement, comme on l'a dit la dernière fois, on a beaucoup parlé des miroirs. Et en fait, c'est exactement ça. C'est qu'au contraire, pour moi, toutes mes relations ont été des catalyseurs, mais Mmh. extraordinaires. Mais quand je dis relations, c'est relations amoureuses, c'est relations amicales, c'est relations professionnelles. C'est-à-dire que, voilà, j'ai des anciens partenaires qui m'ont appris que, bah, en fait, j'étais contrôlante ou que j'avais tendance à rester dans ma zone de confort et puis qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais et que, hop, je voulais partir. D'autres qui m'ont appris que ben je me faisais pas respecter et que du coup l'autre ne me respectait pas, donc ça m'a appris à poser ma limite et à dire écoute mon coco, ça va pas le faire, moi c'est pas ça que je veux dans ma vie. En fait, chaque relation a été une enseignante. Relation amicale, pareil. Il y a 1 an et demi, j'ai vécu une rupture amicale très difficile pour moi. Et ben, ça m'a emmenée sur le chemin du pardon envers l'autre, envers moi, d'arriver à comprendre en fait ce qui s'était joué chez moi, de prendre la responsabilité de ce qui s'était joué chez moi, d'honorer en fait qui j'avais été à ce moment-là et d'honorer aussi que l'autre puisse ben, mettre un stop parce qu'il n'a pas la capacité de faire différemment. Donc tout ça, c'était un gros chemin. Et puis les relations professionnelles aussi. Mmh. Faut quand même savoir que alors auto-entrepreneur encore ça va quand on est seul au début. Bon, il y a quand même les clients, etc. Mais j'ai commencé à m'entourer aussi de gens assez rapidement. Donc une assistante, 2 assistantes au début, et puis maintenant j'ai une équipe de 7-8 personnes. Bah, ça demande en fait de constamment s'observer, de se positionner, de se demander ok, est-ce que là je suis alignée? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que la relation elle soit encore plus harmonieuse? Est-ce que chacun se sent bien à sa place? Est-ce que moi je suis honorée aussi à ma place? Mmh. Et en fait, dans toutes ces choses-là, on est obligé, c'est du travail constant. C'est du travail constant. Donc bien sûr que oui, les relations, pour moi, c'est la meilleure école bah, pour développer l'amour de soi et l'amour tout court, parce que ça nous offre c'est un peu les travaux pratiques, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, quelles sont peut-être tes pratiques ou justement les choses que tu fais qui te permettent de cultiver le plus cet amour pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent maintenant indispensables, tu vois, pour prendre soin de toi, etc., qui font partie d'une nouvelle routine, je sais pas. Ouais, bah, alors en termes de routine, moi j'avoue que je suis assez nulle, pourtant je suis ascendant Capricorne, donc il y a quand même un truc. Mais en termes de routine, écoute, c'est juste déjà de vraiment, je suis plus à l'écoute de mon corps, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que si je suis fatiguée, surtout dans les périodes prémenstruelles, je vais me dire bon bah là en fait je suis KO, je vais faire une sieste parce que ça sert à rien que je m'acharne. Donc ça peut passer par là. J'ai aussi appris à écouter la satiété, chose qui est très difficile quand on a fait de l'hyperphagie, c'est-à-dire que si j'ai plus faim, en fait, j'ai plus faim et je mange pas. Même s'il y a des trucs à finir dans la casserole, tu vois, ça passe aussi par ça, l'amour de soi. C'est-à-dire que non, je vais pas me forcer parce que les personnes avec qui je suis à table ou j'en sais rien pourraient me dire oh mais allez une petite cuillère. Non, en fait non, j'ai plus faim donc je ne mange plus. Euh, Ça va aussi passer par une forme de rigueur quand même aussi par rapport aux activités. C'est-à-dire que là, tu vois, je me suis engagée. Tous les mercredis soirs, je fais du yoga Kundalini. Les mardis soirs, j'ai commencé quand je suis là, à aller faire de l'aqua training, biking, bref. Euh, Si c'est possible aussi, j'aime bien qu'on aille faire de l'escalade une fois par semaine ou alors qu'on aille marcher. Enfin, ça passe par ça, tu vois. De me prendre des temps aussi quand je sens que j'étais trop sur l'ordinateur, que j'ai été trop sollicitée, ben de sortir dehors, d'aller boire un thé au soleil, juste de prendre 5 minutes. Ça passe vraiment par ça, de sentir en fait de quoi j'ai besoin dans l'instant et comment je peux m'ouvrir un espace par rapport à ça. Et ensuite, quand je sens que quand j'ai identifié mes besoins, Mmh. ben il y a 3 étapes. C'est ok, j'ai besoin de ça. Déjà, est-ce que moi je peux y répondre par moi-même? Si oui, bon bah je le fais, tu vois. En fait, là, j'ai besoin je sais pas, de cocooning. Bon, bah, vas-y, je vais me prendre un bain et puis ça ira mieux. Mmh. Et puis, si c'est difficile d'y répondre par moi-même, comment est-ce que je peux être soutenue pour nourrir ce besoin? Mais là, encore une fois, moi, là, ce que j'apprends beaucoup, c'est
Ne pas attendre que ce soit quelqu'un en priorité qui nourrisse ce besoin. Parce que souvent, on a une attente, c'est-à-dire, ah bah j'ai ce besoin, donc ça doit être mon couple qui doit nourrir ça. Ou ça doit être ma meilleure amie qui doit nourrir ça. Ou ça doit être mes parents. Non, ça se trouve, il y a d'autres stratégies. Donc moi, je conseille toujours d'avoir une liste de personnes ressources. Voilà, les amis qu'on a en fait autour de soi et de sentir en fonction de nos besoins à qui on va s'adresser. Tu vois, moi, quand j'ai un besoin d'empathie, d'écoute, hop, je vais aller voir une certaine amie. Quand j'ai besoin de légèreté, d'avoir le regard masculin, hop, je vais appeler un certain ami. Et en fait, ça nous permet déjà de pas déposer nos billes tout le temps au même endroit, parce que c'est assez énergivore. Et ensuite d'accepter que parfois la personne elle est pas disponible ou elle a pas l'espace ou c'est pas le bon moment, et accepter le non aussi, ça fait vraiment partie du chemin. Surtout moi en tout cas personnellement c'était très difficile au début parce que j'associais vraiment le non au rejet, au désamour, à l'abandon, donc ça me mettait en insécurité. Et donc d'accueillir en fait le non comme un cadeau aussi, encore une fois, de se dire ah bah tiens, là il m'a dit non, il m'a dit que c'était pas le moment, et puis d'observer que qu'est-ce que ça m'a permis de recevoir ce non. Ah bah du coup bah je suis allée voir quelqu'un d'autre, ou en fait bon bah du coup j'ai réussi à gérer le truc toute seule. Et souvent ces non aussi c'est des cadeaux parfois. Donc de sortir, de toute façon c'est le nerf de la guerre, c'est de sortir de la victime qui va dire oui, mais moi j'avais besoin de ça, et puis il était pas là pour moi, et c'est pas normal, il devrait être là pour moi, tous les il devrait, elle devrait, là c'est qu'on est vraiment dans un système de croyance. Donc voilà, en tout cas pour moi ça passe vraiment beaucoup par ça, et puis en dernier de vraiment connecter à la joie, quoi, de connecter à la créativité, parce que quand on a tant besoin d'être nourri par quelque chose, de cet amour en fait qu'on cherche à l'extérieur, c'est aussi comment est-ce qu'on nourrit à l'intérieur. Donc moi, ça passe par faire de la musique. Tu vois, ce matin, j'étais sur ma terrasse. Je suis sortie d'une soirée un peu compliquée. En fait, juste, j'ai pris un thé au soleil sur ma terrasse, puis j'ai pris mon ukulélé et j'ai chanté. Et ça m'a fait vraiment du bien, et ça passe aussi par ça. Donc il y a des moments où je vais prendre mon harmonium, où je vais écouter de la musique, ou... Ouais, c'est de sentir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me nourrit. Et dans les moments où je me sens vide, plutôt que d'aller compenser à l'extérieur avec de la nourriture, de la cigarette, de l'alcool, 36 paires de baskets, à chaque fois je prends cet exemple parce que ça me fait sourire. Qu'est-ce que je peux faire en fait qui va me nourrir de l'intérieur, et moi parfois il suffit que je fasse un mantra pendant 11 minutes et après je me dis mais en fait tout va bien. Et voilà, toi-même tu sais. La force, le pouvoir des mantras, oui, clairement. Eh ben ouais, en fait, c'est super intéressant aussi de voir que finalement, ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait. Que peut-être, effectivement, boire un thé, c'est juste ce dont on a besoin. Donc, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment... il y a un shift, c'est vraiment un carrefour. Quand on est dans le carrefour, de se dire, ok, j'ai le choix de prendre l'ancien chemin, c'est-à-dire me plaindre, me victimiser, écouter des chansons dépressives, parce que moi je faisais ça beaucoup à l'époque. Regarder des films hyper tristes, appeler une copine, lui reprocher qu'elle m'écoute pas, enfin voilà, ça c'est le choix, l'ancien choix. Ou alors j'ai le choix de me dire, bon, en fait je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais pour venir prendre soin de cette partie de moi qui a besoin d'amour? Parce que c'est une partie de nous, en fait, dans ces moments-là, qui est en souffrance. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être mon propre parent, pour venir nourrir cette partie de moi? Et c'est une question de choix. Et moi, il y a des jours, j'y arrive facilement. Puis il y a d'autres jours où c'est plus dur. Et en fait, c'est OK. Il y a des moments où on repart dans nos anciens schémas. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un travail d'une vie. C'est que tous les jours, toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, c'est une question de choix et d'engagement. C'est de dire, qu'est-ce que je veux nourrir et cultiver dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de nourrir et cultiver des relations harmonieuses, du bien-être intérieur, de la paix, de la tranquillité, ou est-ce que j'ai envie de nourrir des jugements, savoir qui a raison, des reproches, des drames? Et en fait, on a toujours le choix. Waouh!
Ça fait du bien d'entendre tout ça. Et puis, ouais, du coup, il me semble que c'est un peu de tout ça dont tu vas parler là dans les prochains temps, dans le nouveau programme qui arrive. Il y a la semaine là aussi de l'amour. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ouais, bah c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Là, on s'est dit que le mois de février, c'était souvent un mois placé sous le signe de l'amour, la Saint-Valentin. C'est toujours un peu le truc. Voilà, soit on est en couple, si on fait un truc pour la Saint-Valentin, c'est cool. S'il y en a un qui oublie, c'est le drame. Si on est Mhm. célibataire, on déteste la terre entière. Enfin, il y a vraiment un truc avec cette Saint-Valentin. Donc, on a voulu un peu, voilà, surfer sur cette énergie-là. Bon, il y a aussi le fait que Vénus est en Capricorne jusqu'à début mars et que tout le monde, clairement, en ce moment, travaille cet axe des relations, de l'amour de soi. C'est hyper flagrant, en tout cas, moi, je le vois autour de moi. Et donc, j'ai eu vraiment cette volonté. Puis ça faisait un moment que j'avais envie de faire une formation sur l'amour, la relation à soi, la relation aux autres. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi est-ce que on vit tous ces drames? Pourquoi est-ce qu'on vit tous ces malheurs, entre guillemets? Bon, pas que, hein, mais dans nos relations. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai eu envie de créer un espace pour ça, de transmission, une formation qui s'appelle Relations conscientes et dont les portes ouvrent demain, si je dis pas de bêtises. Et pour porter l'énergie de cette formation qui va être mise au monde et qui me tient vraiment très très à cœur, et ben effectivement, on a eu aussi envie de parler d'amour avec plein de gens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui démarre justement cette semaine de l'amour. Donc tout va être diffusé sur Instagram en direct, avec la possibilité de s'abonner sur la page concernée du programme pour recevoir les rappels, pour pas rater les conférences et pour recevoir aussi les liens des vidéos replay. Donc voilà, on va parler de nostalgie de l'amour avec Aruna. Je vais parler avec mes meilleurs amis Margot et Adrien de pareil leur parcours sur l'amour de soi. On va parler de relations libres, de parentalité, de sexualité. Enfin voilà, plein de choses en fait qui se rapportent à l'amour. Et moi j'adore échanger avec des gens et avoir leur point de vue, avoir leur retour d'expérience. Donc c'est pour ça que cet événement me met vraiment très très en joie. Mhm. Et voilà, ça va vraiment permettre de porter cette formation qui se passe sur 8 modules, sur 8 semaines, et qui s'adresse vraiment à tout le monde, parce que voilà, autant qu'on soit célibataire, qu'on en ait marre de répéter tout le temps les mêmes schémas, ou qu'on ait vraiment envie de manifester une relation alignée qui vienne nous nourrir, ben c'est possible. Si on est en couple et que on sent que ça pourrait aller mieux, qu'on a envie de remettre plus de profondeur et d'intimité dans notre relation, c'est aussi possible. Mais c'est aussi pas que pour les relations amoureuses, c'est-à-dire que comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, ben comprendre ce qui se passe chez nous et chez l'autre, ça se passe aussi dans nos relations professionnelles, avec nos amis, avec la famille. Enfin, le fait d'arriver à communiquer en fait et de savoir ce qui se passe dans nos attachements, dans nos névroses, ça va pas impacter que notre relation amoureuse. Donc ouais, si jamais ça résonne, en tout cas, va falloir embarquer avec nous parce que je pense que l'aventure va être très très belle. Mhm. Ouais, carrément. En tout cas, ça donne envie. Et je pense que si tout le monde pouvait bénéficier un petit peu du contenu de cette formation et même là de ce que vous allez partager pendant cette semaine, il y aurait effectivement des relations plus harmonieuses globalement. Donc, merci de partager tout ça. Merci à toi. Ouais, je pense que le monde se porterait bien mieux si on arrivait tous à être en paix les uns avec les autres. Mhm. Eh ben, merci beaucoup, Aurore, pour cet échange. C'était super intéressant, très riche, encore une fois. Merci Et à toi. puis, et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain échange. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.